Hey, bonjour à tous. C'est 168. Enfin, j'ai envie de dire, les amis, après 2 semaines. Il y a eu une petite semaine de off, quoi, de vacances. J'avais envie, hein, déjà parce que, bon, il y a une petite fatigue, hein, qui commence à s'installer. Après, on a encore de l'énergie, hein, on a encore des choses à revendre. Non, mais voilà, il y avait une envie de pas avoir envie pendant une semaine. Et c'était pas désagréable, hein. Rappelez-vous toujours que parfois, ne pas faire les choses, c'est plus agréable que de les faire, hein. Alors, est-ce que ça marche sur tout? Pas sûr, pas sûr. Mais là, c'était le cas. Il s'est passé des choses. Alors, je vais vous résumer, évidemment, les 168 dernières heures. Je vais pas vous résumer les 336 dernières heures. Je sais pas si j'ai fait un bon multiple de 2. Non, non, je pense, si peut-être, je ne sais plus. En tout cas, je vais faire qu'une seule semaine. Je vais pas tricher et vous raconter 2 semaines en un épisode. Ceci dit, j'ai 36 ans, les amis. Je suis officiellement de l'autre côté de la barrière. Pour moi, il s'est passé un truc. Alors, ça s'est fait dans la douceur, évidemment, les 36 ans, mais symboliquement, ça, voilà, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, j'avais 35 ans, j'étais à mi-distance des gens de 20 ans, des gens de 50 ans. Donc je pouvais te dire, ouais, j'ai le cul entre deux chaises, je suis, j'ai le meilleur des deux générations. Voilà. Là, non. Là, je suis officiellement vraiment du côté de la vieillesse, en fait. C'est le début, c'est la fin. Les articulations qui craquent. Une référence musicale qu'on n'a plus. Un, un pipou qui se lève plus le matin et qui se lève uniquement quand on vous apprend que il y a eu un accident grave d'avion et que quoi, pardon. Ah non, excusez-moi. On va pas parler de ça. Non, mais voilà, écoutez, ça c'est l'info principale, c'est que j'ai un quotidien de personnes de 36 ans, hein, avec un dos courbé, des escarres, ce genre de choses. Bref, ces 168 dernières heures, il s'est passé des choses dans ma vie, il s'est passé des choses dans vos vies, il s'est passé des choses dans nos vies, des vies qu'on partage ensemble. On a des références communes. Mark Zuckerberg, Marco. Salut Marco. Marco, il a dit, le groupe Facebook, il va plus s'appeler Facebook. Il va s'appeler Meta. Ah, parce que déjà Facebook, bon bah le nom, bon, il fait un peu vieillot et puis on a pris cher, donc on va trouver un autre nom et on va l'appeler Meta parce que ce qui nous intéresse, c'est le métaverse, c'est l'univers numérique, digital dans lequel on pourra chevaucher des dragons, faire des réunions de travail, manger du tarama. On pourra manger du tarama numérique dans le métaverse. Et là, je me suis dit, waouh, waouh. Là, j'ai vraiment dit waouh, comme ça. J'ai dit waouh parce qu'en fait, je me suis dit, je pense vraiment que le métaverse est l'un des gros piliers d'Internet dans les années, dans les décennies qui viennent. Je pense que d'un point de vue stratégique, c'est très malin de miser sur le métaverse pour Facebook. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il ne comprend pas. Il ne com- Marc, Marc, il ne comprend pas qu'il va reproduire la même erreur avec le métaverse qu'il a fait avec Facebook et Instagram. C'est-à-dire que il va développer un truc qui va lui rapporter énormément d'argent, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Ça va créer des nouvelles possibilités de manière très concrète, hein. On pourra faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme discuter avec un avatar ou que sais-je. On pourra acheter une maison numérique, on pourra construire la maison de ses rêves numérique. Il y aura un petit côté Second Life dans tout ça. Donc ce sera des possibilités dingues et folles qui va créer des opportunités, des façons de se connecter et tout ça. Mais dans 20 ans, on se rendra compte que le métaverse, tel qu'il aura été développé, sera devenu le fléau de notre société, hein. Et on dira, ah t'as vu, le métaverse c'était bien au début, puis en fait c'est devenu merdique, parce que maintenant les gens ils se suicident quand ils font plus d'une demi-heure de métaverse par jour,
Ah, comment ça se fait que c'est devenu aussi nul? Bah, tout simplement parce que ça aura pas été bien pensé à la base, hein, comme pour Facebook, hein, comme pour Instagram, comme pour Twitter, qui sont géniaux, c'est des super outils, on peut faire des tas de trucs, mais qui développent le complotisme, qui développent le harcèlement en ligne, qui développent la polarisation des opinions, qui développent la, la, la haine en ligne. Je sais pas si j'ai déjà dit la haine en ligne, mais je redis la haine en ligne une troisième fois peut-être. Qui développent la bagarre, qui est une forme de haine en ligne. Non, mais en tout cas, tous ces à côté, hein, qui arrivent pas tout de suite, hein, avec la création d'un nouveau truc vraiment progressiste au sens c'est du progrès pur et dur. Euh, Quant à la technologie, ça arrive pas tout de suite. Généralement, ça arrive au bout de 5 ans minimum, 7 ans, 8 ans, 10 ans. 10 ans, il y a des problèmes qui commencent à naître. On se dit, ah ouais, attends, il y a quand même quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il a dit qu'il aimait pas le réseau. Et puis après, on se rend compte que c'est suffisamment gros, suffisamment installé, ça pèse suffisamment lourd aussi économiquement et financièrement, qu'en fait, on ne peut plus le, le arrêter. Et puis c'est tellement comment dire, addictif aussi dans l'usage qu'au fait c'est infernal de stopper la machine. Et j'ai l'impression qu'on est en train de commettre exactement la même erreur, vraiment la même erreur. Alors que ce qui me rend ouf, c'est que c'est quand même une erreur qui, je pense, c'est une hypothèse, hein, c'est un pari sur l'avenir, que c'est une erreur qui va être commise par quelqu'un qui pourrait juste regarder les 15 dernières années de sa vie. Mark Zuckerberg, regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a développé, ce qui est ouf, hein, d'un point de vue business et social et tout ça. Mais de se dire, ah, bah attends, peut-être qu'il faut pas que je fasse un métaverse. Peut-être qu'il faut que je fasse des fougasses. Chèvre miel, tiens, Janie, ramène-moi du chèvre un peu, hein. Il faut qu'il fasse attention. Marc, si tu m'écoutes, Marc, si tu écoutes 168, reste vigilant dans ta vigilance. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous, vous raconter? Ah si, j'ai fait une dédicace. J'ai fait une dédicace hier, donc on était samedi fin de journée, dédicace à Saint-Étienne, une librairie, Forum. La librairie Forum, ça s'est très bien passé, adorable, des belles personnes, hyper Charlie, hyper gentilles, comme ça, la politesse de ces personnes-là. Et, euh, et l'une des personnes qui nous écoute, peut-être, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, est thanatopractrice. J'espère que je dis bien, thanatopractrice, practice, je ne sais plus. Donc c'est une personne qui s'occupe des morts, hein, tout ce qui est macabifère, en fait. Euh, et j'ai fait waouh! Déjà, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui faisait cette profession. Et donc, ça surprend un petit peu, évidemment, hein. On est comment dire, pris au débeauté. Et donc, ça m'a rappelé, et j'ai mis du temps à percuter, que devenir thanatopracteur, ça m'avait traversé l'espace de une semaine, 2 semaines, quand j'avais 20 ans. Et à un moment, j'étais en perdition. Je rentrais de l'armée, j'avais fait le Vietnam, j'avais tous ces visages sur la conscience, tous ces morts. Et je me suis dit, Pablo, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie après l'armée? Et donc, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. J'avais pas du tout le sens de la vocation, je savais même pas du tout que j'étais fait pour faire des blagues. Donc, je me cherchais, je réfléchissais. Et à un moment donné, dans mon brainstorm, dans ma tempête de cerveau, il y avait Thanatopracteur. Il y avait Thanatopracteur. Je me disais, oui, bon, bah, c'est tranquille, on ne doit pas te faire chier. Il doit pas y avoir beaucoup de bruit au bureau. Ouais, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit ça. Et, euh, et ça m'avait traversé. Et puis je me suis dit, oh, Thanatopracteur, bon, bah, il y aura toujours du boulot, hein. Tout le monde a envie d'avoir un proche plutôt bien foutu pour son enterrement, quoi. Hein, on le rafistole un petit peu pour qu'il ait l'air pas dégueu, quoi. Donc je me suis dit, il y aura toujours du boulot, on est tranquille. C'est utile, ça fait plaisir aux gens quand même. Enfin, ça fait plaisir. Ça leur enlève du déplaisir plutôt. Mais et donc ça m'avait traversé l'esprit. Et alors je me suis rendu compte que dans cette période-là, donc il y a eu une période en 2000, quoi, 2006, donc 2006, entre, allez, on va dire, septembre 2006 et euh, juin 2007, je pense qu'il y a eu tous ces mois-là, donc quoi, 9 mois, où j'ai dû envisager tous les métiers du monde
pour moi. Je me souviens que alors il y a eu des choses folles, hein, il y a eu des choses folles. Alors évidemment, quand j'ai quitté l'armée, je me suis dit: «Attends Pablo, qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait sympa et qui serait en lien avec ce que tu sais un peu faire?» Bah, je me suis dit: «Je vais faire mercenaire». «Ah bon, mercenaire? Bah, t'as un CAP? CAP mercenaire? Non? Tu connais des mercenaires? Non? Bon, bah tais-toi alors». Et donc là, j'ai arrêté. J'ai dit: «Mercenaire, ne fais pas ça». Après, à un moment donné, je me suis dit: «Pablo, tu vas chercher vers l'artisanat, hein, à l'ancienne, hein, les métiers de main. Tu vas devenir confiseur. Pablo, t'aimes le sucre, tu vas devenir confiseur. Tu vas faire des marrons glacés toute ta vie». Parce que j'adore les marrons glacés. C'est comme ça, hein. Voilà. Pour moi, les marrons glacés, c'est le pesto de l'univers du sucre. Et donc, bref, euh, je voulais être confiseur ou chocolatier. Je me souviens, il y avait un truc comme ça aussi. Après, à un moment donné, j'ai voulu devenir forgeron, quoi. Je me voyais bien faire des, faire des portails, faire des sabres, des katanas à la Hattori Hanzo, là, comme ça. Ou genre, après, tu prends ta lame, tu la regardes comme ça, tu lances une feuille un peu fraîche, fraîchement tombée de l'arbre, comme ça. La feuille retombe sur la lame, elle se coupe en deux, comme ça, dans un filet de voix magnifique, cristallin. Euh, Qu'est-ce que j'ai dû envisager d'autre comme métier? Les charpentiers, je pense qu'il y a dû avoir, pas charpentier, menuisier ou ébéniste. Alors ça, pour le coup, que ce soit menuisier, ébéniste ou forgeron, je pense que ça aurait été un désastre absolu. Mais je dis bien absolu. Si j'avais fait ces professions-là, je suis la personne la moins, euh, comment on peut dire, euh, dextre, c'est pas le mot dextre, j'arrive pas à trouver le mot, c'est terrible ça. La moins habile, c'était habile le mot. C'est dingue, hein, c'est un mot pourtant pas si compliqué. Je suis la personne la moins habile de ces 9 doigts. Ouais, j'ai eu un petit accident en fait de voiture. Euh, et, et donc ça aurait été une catastrophe. J'aurais eu une clientèle déçue du début à la fin de ma carrière de forgeron ou d'ébéniste. Qu'est-ce que j'ai pu envisager comme carrière? Ah, je sais plus, j'ai dû envisager des trucs de dingue. Alors, j'ai pas dû envisager routier ou chauffeur de taxi parce que la voiture, j'ai pas mon permis moi, hein, vous me connaissez, j'ai pas de permis, mais j'ai eu peur. Alors j'envisageais pas du tout, c'est dingue, j'envisageais pas du tout humoriste, alors que c'était plutôt une évidence comme quoi, hein, comme quoi les amis. Bref, je voulais vous parler de quoi d'autre aujourd'hui. Oh là là, oui. Alors d'un truc que j'ai maté, une série que j'ai maté qui s'appelle, je vais essayer de vous le faire en anglais, c'est dire Scenes of a Marriage. Scenes of a Marriage. Scène d'un mariage. Dit en français, scène de la vie conjugale. Petite série qui est sur OCS pour les gens qui ont OCS. Truc qui était diffusé sur HBO avec Jessica Chastain et Oscar Isaac. Adaptation d'un truc de Ingmar Bergman sur la vie de couple. Un mariage qui se délite, qui s'effondre. C'est exceptionnel, les amis. Ah, c'est exceptionnel. Il faut regarder ça. Il faut. Je vous oblige à rien, hein. Si vous avez envie de faire du gainage ou jouer à la PS5, c'est oui, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est très très bien. Mais c'est très très bien. La qualité narrative de la chose est folle. Le jeu des deux acteurs principaux euh, est incroyable. C'est la finesse même, c'est l'intériorité même, c'est le tout passe dans les yeux, le regard, les petites mimiques parfaites de visage qui laissent passer une émotion. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, à ne regarder que si votre couple est très solide, hein, parce que s'il n'est pas solide, bon, ouais, ça va être un peu compliqué derrière. Mais, en tout cas, c'est incroyable. Et moi, je me suis dit ça, quand j'ai dit ça, je me suis dit, putain la vache, c'est quand même un autre métier, hein. Moi, je suis dans le divertissement, en fait, je suis dans l'entertainment. Je fournis des palettes de entertain. Non, on fait un métier qui s'en rapproche. Ces gens-là sont acteurs. Euh, Moi, je suis comédien, hein, je fais de la comédie, je fais des blagues, ou humoriste, appelez ça comme vous voulez. Je fais des blagues aux gens. L'idée, c'est de les divertir avec des petites histoires, avec des petits trucs. Mais c'est quand même pas du tout, du tout, du tout, du tout le même métier. Surtout à leur niveau à eux. Bon, là, on est sur de la Rolls-Royce de l'acting, comme on dit. Mais je me dis, j'ai énormément de respect pour ce type de travail, d'arriver à trouver de la justesse, de la complexité, de la subtilité. C'est tellement fin, il y a tellement de choses qui passent par autre chose que le texte à proprement parler, que c'est brillant en fait. C'est en même temps fort et c'est en même temps fin. C'est exceptionnel et j'ai un respect de ouf pour ce boulot-là que j'aimerais bien, hein. Je crois qu'il y a une part de moi-même, je vous le dis, il y a une part de moi-même qui rêverait, qui fantasme de faire ça
un jour, quoi, une vraie performance d'acteur. Alors, je vous dis tout de suite, ce sera pas en mode, si ça arrive à jour, ce sera pas du tout en mode Joaquin Phoenix, le Joker. Ma capacité à me fondre dans un personnage haut en couleur et ultra caractérisé, euh, c'est pas la force de Bibi, hein. Bibi, il est surtout fort évidemment sur l'écriture de texte, il est fort sur la satire, il est fort sur la caricature, mais sur la performance d'acteur, je suis pas du tout dans l'école Daniel Day-Lewis ou Bebel ou ce que tu veux, hein. Ah non, 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 je suis très très loin de ça. Donc, je sais pas, mais jouer un truc comme ça, donc sérieux, pas de blague, où il y a juste le travail des émotions, quoi. Juste le travail des émotions, de se laisser porter par l'intrigue, la relation qui bouge. Ah, je vous jure, la série, elle est brillante. Scène de la vie conjugale, c'est brillant. C'est brillant. C'est-à-dire que toute l'intrigue, ce n'est que bon, évidemment, ce qui se passe dans la vie de ce couple, certes, mais ce qui se passe, c'est pas que les événements extérieurs, c'est aussi la distance, l'éloignement qu'ils ont entre eux, euh, la relation amour-haine qu'ils entretiennent. Ce truc-là, très brillant à incarner, j'adorais avoir l'occasion de pratiquer ça. Mais c'est une telle prise de risque, c'est une prise de risque de ouf, parce que je pense que pour avoir le rendu qu'il faut avoir pour que ce soit suffisamment spectaculaire, juste, machin, faut aller, chercher des choses dans ses petites névroses personnelles, hein, et la faille de l'enfance, bon, bah, on l'exploite un petit peu quand même, hein, pour ressortir des choses, mais... et puis être juste, ne pas être ridicule, parce qu'il n'y a rien de pire aussi que quelqu'un qui veut jouer une émotion forte et qui est, et qui est ridicule. Ce qui est ma probabilité, hein, à hauteur de 315%. Il y a 315% de chances que je joue quelque chose de ridicule quand je vais jouer quelque chose de profond et de sérieux. Bref, je voulais vous parler de quoi d'autre à part de Scène de la vie conjugale, qui est une série brillante, que je vous conseille de regarder. Ah si, je voulais vous parler de ça. Mon Dieu, ah là là, ah là là, ah là là, ah là 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 là. Ça, c'est un vrai truc. Bon, j'ai fait une petite crise d'angoisse. Il y a quelques jours, je sais plus, il y a 4 jours peut-être. Euh, il est quoi? Il est minuit. J'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai bu beaucoup de café vers 16h, 17h le même jour. J'arrive pas à trouver le sommeil. Je me retourne dans mon lit comme ça, je récite des textes entiers. Non, ça c'est faux. Mais en tout cas, je trouve pas le sommeil. Mais et à un moment donné, il y a une crise d'angoisse qui vient, qui naît comme ça du néant. Alors elle vient pas du néant, elle vient sûrement de quelque chose d'autre, mais elle me semble venir du fin fond de la galaxie, quoi, aux frontières de notre univers connu. Il y a une angoisse qui naît comme ça. Elle brille dans mon esprit comme ça. Et elle arrive et elle prend tout mon esprit. Et c'était en fait, j'ai fait une crise d'angoisse lié à juste une procédure liée à mon assurance habitation. C'est aussi simple que ça. Là, en ce moment, je suis dans juste un truc administratif à formaliser, très simple, pas très compliqué, euh, d'une simplicité très simple, mais il se trouve que j'ai une phobie administrative. Et donc, résultat, un simple truc comme une formalité liée à l'assurance habitation, si je ne la fais pas par procrastination ou par peur, phobie administrative, machin et tout, le fait de la repousser, ça va me créer du stress et je vais sombrer dans des crises d'angoisse. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Il m'a fallu un petit 1 heure et demie, hein, pour dire, attends Pablo, hein, demain ce sera résolu en 4 clics, donc ne stresse pas non plus, mon loulou. Alors ce que j'ai absolument pas fait, hein, j'ai absolument pas résolu l'affaire en 4 clics le lendemain. Bah non, je suis phobique administratif, donc je repousse la chose, j'ai peur. Et donc, et donc ça c'est terrible. Ça je trimballe ça avec moi depuis des années et des années et des années. C'est un boulet de vie psychologique et sociale. Et moi, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle l'affaire Thomas Thévenoud. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, j'ai plus les détails. Mais en gros, le mec s'était fait gauler parce que je crois qu'il n'avait pas déclaré tous ses impôts ou un truc comme ça. Il était secrétaire d'État, si je dis pas de bêtises. Et il avait dégagé parce qu'il n'avait pas déclaré tous ses impôts. Il avait dit à l'époque, oui, au fait, je ne les ai pas déclarés parce que j'ai une phobie administrative. Et là, toute la France, une bonne partie de la France s'était foutue de sa gueule en mode ah ouais putain une phobie administrative, ouais, tu me prends vraiment pour un con, allez Tom, rends l'argent et dégage. Et moi à l'époque, bah, j'étais là, je faisais ah ouais, une phobie administrative, et bah ah ouais, il se fout vraiment de notre gueule, ouais.
Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, je savais très bien qu'une phobie administrative, ça pouvait vraiment exister et que j'étais genre l'un des cas les plus aigus, les plus violents de la phobie administrative. C'est-à-dire que là, tel que je vous parle sur mon bureau, il y a une pile de papier dedans, il y a un avis d'échéance, il y a des blagues, il y a un bloc-notes, il y a des factures, il y a des bulletins de cachets d'interprètes. J'ai quoi ça? C'est un truc de viande des grisons. Bon, bah, il y a une tranche de viande des grisons, vous voyez, hein. Non, c'est une réalité, hein, pour moi, la phobie administrative. Donc, si vous croisez une personne qui vous dit j'ai une phobie administrative, je vous en supplie, si vous avez envie de vous moquer d'elle, je vous en supplie. Bon, bah faites-le si vous avez envie, faites-le si vous avez envie. Mais sachez que ça existe, que c'est un vrai truc, hein. Je vous en voudrais pas, même si c'est contre moi que vous vous foutez de ma gueule parce que j'ai une phobie administrative. Mais, sachez que c'est un vrai truc. Moi, je pense que ça vient de ma maman. Ma maman, elle ouvrait pas son courrier. Parce qu'elle a toujours vécu à découvert, ma maman. Donc, elle empilait des courriers de relance de la Société Générale qu'elle n'ouvrait pas. Et parce qu'elle savait que c'était des mauvaises nouvelles qui disaient que ah, bah, tu nous dois au fait 1200 euros. Et, euh, et au fait, je pense que j'ai récupéré ce truc-là. Le courrier me fait peur. Les mails me font moins peur. Le papier. J'ai globalement peur des feuilles A4. C'est ça. J'ai peur de trois choses dans la vie, hein. Vous savez, les chiens, les guêpes et les feuilles A4. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous évoquer? Je crois que j'avais un dernier sujet à évoquer avec vous. Je regarde. Ouais, oui, c'est ça. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Alors là, c'est un gros dossier. Alors je vais essayer de vous donner qu'un peu de matos, mais j'ai aussi besoin de garder un peu d'intimité. J'ai aussi mon petit jardin secret à garder. Bon, moi, vous me connaissez, j'essaye de bosser un petit peu sur moi-même, hein. Je regarde des tutos de développement personnel, je suis connecté à mon animal totem, hein, je vais voir une psychothérapeute, ce genre de choses. Je travaille sur moi-même. Là, je suis en train de travailler sur un truc un peu particulier qui est de accepter, évidemment l'acceptation, clé du travail sur soi-même, hein. Ça et le fait de régler le prix de la séance comptant. Ça, c'est vraiment les deux clés du travail sur soi. Mais non, c'est le côté, euh, quand on prend conscience qu'on est un peu une merde sur un plan humain, relationnel, dans une vision du monde, en tout cas qu'on est vraiment pas terrible sur un truc, hein. Qu'on est médiocre, qu'on est un peu petit, qu'on est absurde, qu'on est ridicule, qu'on est limité, qu'on est impuissant, qu'on est... Bref, un truc pas agréable. Un truc pas agréable. J'ai envie de dire pas agréable. J'ai pas envie de dire pas agréable, j'ai envie de dire pas agréable. Et ben, c'est de la difficulté, quand on n'arrive pas à surmonter, à corriger ce truc-là. Juste la difficulté de vivre avec, en fait. Et d'être tranquille avec ça. De se dire, ah, cette partie-là de moi-même, bon bah elle est un peu dégueulasse. La date de péremption, elle est passée depuis bien longtemps. C'est assez pénalisant. C'est pas très glamour. C'est pas très noble. Euh, mais quand même, c'est là et on va essayer de pas rajouter, hein, de l'énervement ou de la frustration, de pas arriver à péter la gueule à cette partie de soi-même. Donc on va juste le laisser là et dire ok, bon, c'est là. Nick Saber, c'est pas gueudin, mais c'est juste là. Et ce truc-là d'accepter ce qui est techniquement une imperfection par rapport à une vision qu'on a de soi-même, version idéale. Putain, là, on est sur France Culture, les amis. Mais d'accepter ce truc-là, c'est une telle tanasse, les amis, hein, parce qu'on n'a pas envie que ça existe. On a envie de dire, bah non, en fait, pars loin, pchit, pchit, va loin l'imperfection. Et en fait, on n'y arrive pas, hein, parce qu'elle est au fait techniquement là, donc on peut pas la sortir. Mais déjà de pas chercher à la dégager. Déjà première prouesse, hein, ça c'est du boulot. Deuxième, quand elle est là, bon bah de pas l'insulter en permanence, hein, bon elle est là et de pas lui dire. Tu vois, c'est comme si t'avais quelqu'un que t'aimais pas dans une pièce. Bon bah t'es obligé de la garder chez toi, ok. Mais bon bah essaye de pas l'insulter toute la journée en disant espèce de connard, t'es là, connard, tu vois moins que rien. Bon, on va essayer de pas faire ça non plus. Donc ça c'est du boulot, hein. C'est du boulot, hein. Ce qui est Donc c'est pour ça que j'ai rangé la PlayStation, hein, parce que sinon j'aurais pas eu l'énergie ou le temps pour bosser là-dessus, hein. Ce qui est un bon moyen aussi, hein, d'oublier qu'on est une personne médiocre, c'est de jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo sont quand même l'un des moyens les plus efficaces pour oublier qu'on est une très mauvaise personne. Ah, donc moi je vais essayer de faire sans les jeux vidéo. Si jamais j'y arrive pas,
Bon, bah voilà, je me remets à la play, hein, je sombre dans Warzone et j'oublie qui je suis, quoi. Hein. Voilà, on va essayer d'oublier qui on est. C'est la morale de cet épisode de 168. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Il y a eu de la confidence. Hein. Putain, je vous ai dit des choses aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit des choses. Vous les utilisez pas pour me faire chanter. Hein. Je suis pas une marionnette hein, dans les fils de vos désirs. C'est beau ça aussi. Ça, faut que je le dépose quelque part parce que derrière, je suis sûr, il y a des droits d'auteur à récupérer. Bon, allez, je vous fais des bisous. On se voit la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin d'une autre personne à côté. Pas plus, parce qu'après, c'est un peu fatigant. Je vous fais des bisous. Bessos.